Martin Parot, bonjour, bienvenue, on n'est pas du monde. Bonjour. Je te prends en pleine gorgée, désolé. Correct. Formé en littérature et en histoire à l'Université d'York à Toronto, tu t'es spécialement intéressé, entre autres choses, là, à l'histoire culturelle de la magie et de la sorcellerie de l'Europe et de la Nouvelle-France au 17e, 18e siècle à peu près? Oui, puis initialement, je voulais beaucoup travailler sur la Nouvelle-France, puis finalement, il y avait les sources sont beaucoup plus disparates. Il y a beaucoup moins de sources sur ce qui se passait en Nouvelle-France. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en avait pas de problème avec la sorcellerie en Nouvelle-France. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des idées là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un folklore là-dessus, mais il n'y a pas eu de chasse aux sorcières en Nouvelle-France. Okay. Il y en a eu à Salem, en Nouvelle-Angleterre. Il n'y en a pas eu ici. Différentes théories par rapport à ça, mais ma spécialisation est vraiment plus sur ce qui se passait là, dans le Vieux-Continent. Donc, aujourd'hui, au troisième millénaire, pas besoin de flâner très longtemps sur les réseaux sociaux pour découvrir que ça marche, ça marche assez bien. Mais ta perspective nous permet aussi de voir que ça date pas d'hier, cet univers-là. Bien, il y a plusieurs choses, en fait, si tu me permets. Il y a la sorcière comme figure judiciaire, en fait. Et elle apparaît dans le monde romain. Elle disparaît un peu dans le Moyen Âge, puis elle revient au 15e siècle. Et cette image-là de la sorcière, plus dans le cadre judiciaire, elle est vraiment... dans le sens qu'il y a des condamnations, des accusations, de tribunaux. Surtout des accusations, plus que des exécutions. OK. Criminelles. Oui, clairement. Et ça commence dans le monde romain, ça. Okay. Et dans le monde romain, il n'y a pas de distinction encore entre... il n'y a pas d'emphase tant que ça mis sur les femmes. Il y en a dans la littérature, il y en a dans le folklore. Il n'y a pas encore un emphase sur les femmes. Au Moyen Âge non plus. À partir du 15e siècle, là, ça dérape, et ça dérape solide. Et ça va durer 200 ans. Puis là, on parle de chasse aux sorcières. Et les chasses aux sorcières, d'habitude, se condamnent des femmes qui n'ont pas de savoir particulier et qui ne sont pas des sorcières. Et c'est pour ça que c'est avant tout une figure judiciaire. OK. Et dans différents pays, ça change. Des fois, en général, c'est plus des femmes. Et quand on est plus dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, dans le monde slave, surtout quand on se rapproche de la Russie. Ou des... Non, mais... Non. Dans l'Antiquité, oui, mais si on parle de chasse aux sorcières, là, on chasse plus des sorciers que des sorcières. Et quand on est en France, en Allemagne, en Suisse, un peu dans l'Italie puis en Espagne, ça a moins pogné dans les pays plus chauds d'Europe, les chasses aux sorcières. Il y avait quand même de la misogynie, il y avait quand même un folklore autour de ça, mais ça a été beaucoup moins désastreux parce que c'était terrible. Il y a eu des accusations. Il y a des chiffres qui circulent, justement, là, dans le monde très pop, des lifestyles, la sorcellerie. Il y a des chiffres qui circulent, qui sont des faux chiffres qui ont été calculés étrangement par des historiens amateurs au 19e siècle. Mais on parle d'à peu près 200 000 accusations sur 200 ans en Europe, puis à peu près 40 000 exécutions. Les chiffres qui circulent, c'est 7 à 9 millions. On est très loin de ça. Et ça, J'ai probablement contribué. Mais ça reste, à la désinformation. Ça reste abominable comme épisode. Évidemment. Puis surtout, toute proportion gardée, la population n'était pas la même qu'aujourd'hui. Non. C'est ça, mais c'est pas du tout... On a énormément de stéréotypes, puis on se raconte énormément de faits alternatifs sur l'histoire de la sorcellerie. Et la sorcellerie comme lifestyle, un peu plus, comme mode de vie, comme technique de soin de soi, dans la mesure de ce qu'on entend par soin aussi. Tout le lifestyle qui vient avec ça, on pourrait penser que c'est assez récent, tout le mode de vie qui vient avec les sorcières, mais il faut reculer un peu quand même. Oui, bien, l'ampleur que ça a aujourd'hui, c'est sans précédent. Sur les réseaux sociaux, les livres, l'industrie, tout ce qui est en arrière de ça. Mais comme technique de soin de soi, comme voie alternative, de voir le monde aussi, ça commence, tout le New Age, c'est dans des petits cercles restreints, mais de manière plus populaire, avec le mesmérisme, l'intérêt pour le magnétisme, des formes qu'on pense scientifiques, mais qui sont en réalité un peu semi-scientifiques, là, tu sais. Autour de Mesmer, dans le fond, à la fin des années 1700, dans la fin du 18e siècle. Et ça prend de l'ampleur dans le courant du 19e siècle. Et l'invention d'une histoire de la sorcellerie dont les pratiques existeraient encore, donc pas l'histoire nécessairement des bûchers ou des persécutions,
mais l'histoire d'un ensemble de corpus de pratiques, tout ça, est créée par quelques historiens qui vont vraiment pas être nécessairement... Leurs théories ne seront pas vraiment acceptées par les spécialistes de l'époque et pas plus pour les spécialistes d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et par un bonhomme intéressant qui s'appelle... Intéressant parce qu'il est cocasse, Gerald Gardner, okay. Qui est un monsieur qui travaillait dans les colonies anglaises. Il gérait des plantations. Il était impliqué dans des cercles là, un peu plus ésotériques ou occultes, comme la franc-maçonnerie, un petit peu d'affaires avec Aleister Crowley, là, un occultiste anglais qui était connu à l'époque. Et lui, il veut créer quelque chose qui ressemble à de la sorcellerie. Donc, il cherche et il ne trouve pas. À un moment donné, il fait le tour de plusieurs occultistes puis il leur demande de le nourrir et de lui donner des informations sur la sorcellerie parce qu'il veut créer quelque chose comme ça. Mm-hmm. Il va finir par le faire dans les années 50, dans une colonie de nudistes en banlieue de Londres. Et bien évidemment, une partie des rituels qu'il propose, il implique beaucoup de nudité. Donc, c'est cocasse. Là. C'est peut-être une façon pour lui qu'il avait de rencontrer des femmes, je ne sais pas. Mais ça va être repris ensuite par de ses disciples, notamment Doreen Valiente, qui, elle, va transformer ça, donner une saveur un peu différente, plus facile pour les femmes de l'intégrer. Et ça va partir vite dans les années 60. Tu parles des années 50, 60, ouais. De quel siècle? 1950. OK, tout récemment. Oui. Et Gerald Gardner, ses livres sont encore lus. Ses écrits, manuscrits, ils sont au Canada. C'est le pays dans le monde où il y a le plus de gens qui se considèrent, par rapport à la population, ouais. plus grand pourcentage de gens qui se considèrent officiellement sorciers ou sorcières, surtout en Ontario. Et c'est intéressant, il y a des villages dans le nord de l'Ontario où la plupart des gens ils considèrent qu'ils sont sorciers ou sorcières. Les écrits de M. Gardner traînent dans des bibliothèques d'enfants de ses disciples des années 50. Ouais. Savais-tu ça, Josiane? Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette histoire-là? Non. Excusez. Puis c'est intéressant parce que même Susanna Budapest, qui va être une des principales artisanes du mode plus pamphlétaire là, de la Wicca et de la sorcellerie dans les années 60-70, où ça devient extrêmement politisé, où ça se mélange un petit peu aux contestations sociales. Il y a du positif à voir là-dedans. Susanna Budapest, elle est rattachée à une espèce de loge ou un regroupement à Los Angeles de gens qui pratiquaient les choses qui ont été créées par Gerald Gardner, que Gardner disait avoir trouvé cette fête donnée par une sorcière qui, elle, avait ça de mère en fille depuis des générations, ce qui n'était pas vrai. mais c'est ça. Donc, tout ça se rattache. Puis ensuite, aux États-Unis, j'ai sauté des époques par moment, mais aux États-Unis, ça devient extrêmement politisé. Et ça devient aussi beaucoup plus monnayable. Ah oui, il y a un marché. À la fin des années 70, déjà, le marché se constitue, s'installe. Et ce qu'on voit aujourd'hui, la préhistoire de ce qu'on voit aujourd'hui, elle est surtout là. Il y a des techniques de soie, tout ça, qui apparaissent avec le magnétisme et tout ça. Ça se développe dans le 19e siècle. Mais ce qu'on connaît aujourd'hui, ça prend forme dans les années 60-70, beaucoup sur le continent américain. Parce que sur le continent américain, il y a évidemment Salem, en Nouvelle-Angleterre, oui. qui est comme un point focal là, dans l'histoire de la sorcellerie. Oui. En tout cas, il y a toutes sortes de représentations de ce qui s'est passé là, qui ont traversé le temps jusqu'à nous aujourd'hui et qui assurément contribuent à l'idée qu'on se fait de la sorcière américaine, non? Oui, à certains égards, mais encore là, les sorcières de Salem, je ne pense pas qu'elles jouaient avec des cristaux, ou qu'elles s'intéressaient aux cristaux, ou à l'astrologie, ou des choses comme ça. Et souvent, il y avait des femmes un peu spécialistes. En Angleterre, souvent, ils se faisaient appeler des wise women, déjà au 16e, 17e siècle. Ces femmes-là, souvent, elles n'étaient pas visées par les chasses aux sorcières. Elles étaient vues comme des professionnelles et elles étaient tolérées. Et en général, ce qu'elles faisaient, c'est elles vendaient leurs services pour... En Angleterre, c'est spécifique, il y a un contexte, il y a un terroir. Elles vendaient leurs services parce que, sous prétexte qu'elles étaient capables d'invoquer ou de contacter des fées ou des gens décédés pour retrouver leurs trésors. Oh. Et c'était une des choses qui était le plus en demande. Comment trouver des trésors? Et c'est ça. Et ça revenait souvent. C'est assez pratique, quand même, d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage. Et c'était toléré.
Et donc, cette espèce de petit folklore-là, Ouais. très superstitieux, il perdure. Il perdure encore aujourd'hui, mais il est très rare. Et au 19e siècle, ce qui apparaît comme sorcellerie, ça vient beaucoup plus s'inspirer de la fiction, s'inspirer d'histoires écrites par des historiens, mais qui bordent la fiction aussi. Jules Michelet, en France, a écrit un livre sur la sorcière en 1862. C'est un pamphlet anticatholique, antimonarchique, avec des interprétations très fantasmagoriques de l'histoire de la sorcière. Bien, parlons-en justement, parce qu'il y a tout un imaginaire aussi qui associe la chasse aux sorcières à des bûchers, érigés par des clercs. Oui. Il y a sûrement des faits historiques là-dedans, mais comment départager? Qu'est-ce qui... Puis la question que je voulais absolument te poser, c'est qu'est-ce qui te fait, toi, en tant qu'historien, te rouler les yeux, là, comme ça, en disant « quelle abomination! » Bien, il y a plusieurs choses dans l'interprétation. Dans ce milieu-là, dans ce monde-là, il y a beaucoup d'espèces de faits alternatifs ou de fausses réalités qui circulent. Mais il faut savoir que l'image de la sorcière qui est sataniste, ennemie de l'Église, cannibale, femme de Satan, qui est capable de créer des tempêtes qui vont brûler ou détruire les récoltes, tout ça, cette sorcière-là, elle est créée par des pamphlétaires. Cette image-là est créée par des pamphlétaires dominicains, franciscains, au 15e siècle. On est capable de dater ça. Cette image-là, elle commence à circuler dans les années 1425, 1430, 1435, principalement par des prêcheurs. Ces prêcheurs-là ont l'aval, le soutien de la hiérarchie ou c'est un peu des loups solitaires? Au début, c'est des loups solitaires. Ils finissent par convaincre des gens qui ont de l'importance. Okay. Et là, on parle encore de l'institution chrétienne ou de son rapport à ça. Et ça va changer beaucoup géographiquement en Europe, dépendamment on est où. Mais il y a une culture religieuse et il y a une superstition religieuse qui va pousser ça de l'avant énormément. Il va y avoir il va y avoir le hoquet des gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie. Puis, ça va s'estomper rapidement. Ah oui? Oui, il y a des endroits, comme il y a plusieurs endroits en Allemagne, notamment, à partir du début du 17e siècle. Donc, il y a une centaine d'années qui sont très difficiles. Et après ça, souvent, pas tout le temps, mais souvent, les autorités ecclésiastiques qui font partie des gens qui essayent de calmer le jeu. Ah oui? Oui. Parce qu'il y a des bûchers, dépendamment des juridictions. Tu as des bûchers laïques, tu as des bûchers qui sont plus sous l'autorité ecclésiastique. Et souvent, il y a des lynchages populaires aussi, probablement. Énormément. Et souvent, ce qui se passe, un cas de figure le plus habituel, c'est que quelqu'un va voir une femme. La figure, là, on sort de la représentation pour des stéréotypes liés à la sorcière, puis on tombe plus dans la sorcière judiciaire. C'est une femme qui est une veuve, qui a un certain âge, puis qui est de moins en moins autonome. Et de l'Irlande jusque dans le monde slave, pendant 200 ans, l'accusation la plus habituelle qui va mener à des procès et parfois à des exécutions, c'est la voisine, elle a jeté une malédiction sur ma vache. C'est ça qui revient le plus souvent. J'ai ri, mais c'est pas drôle. Mais c'est ça. C'est fou. Et là, un des modus operandi, il y en a plusieurs. Les gens qui accusent la dame en question, ils vont aller voir le prêtre local, puis ils vont dire, ça, il faut que tu nous aides avec ça. Au début, il y a de l'engouement, il y a de l'enthousiasme. Après à peu près un siècle, dépendamment des régions, ça se calme vite. Et il y a des endroits, un siècle et demi là, par endroit, et il y a des endroits où les prêtres vont agir, où les autorités locales, au niveau de l'autorité ecclésiastique, vont agir pour essayer de calmer le jeu. Comme modérateur. Ça ne marchera pas tout le temps. Un exemple qui date de 1670 dans le coin de Augsburg, en Allemagne, dans le centre de l'Allemagne de l'époque. Et c'est une jeune, Regina Bartholomé, qui est accusée d'un crime. Et l'histoire est longue et est assez fascinante, mais en gros, elle est accusée d'un crime et est fâchée contre les autorités. Et elle dit, c'est pas de sa faute, c'est une femme mariée au diable. Et là, ils disent, mais non, puis ils n'y croient pas. Puis elle essaie de les convaincre. Ils font venir un prêtre. Le prêtre passe du temps avec elle. Il n'y a aucune torture impliquée. Il passe du temps avec elle. Il retourne voir les autorités. Il dit, cette femme-là, c'est pas une sorcière.
Elle continue à dire qu'elle est une sorcière, elle est fâchée, elle a 17 ans, puis elle a une vie horrible. Il y a plein de choses autour de ça. Ouais. Son père finit par dire, elle est tellement pas brillante, ça se peut qu'elle soit une sorcière. Ça se peut qu'elle se soit fait tenter par le diable. Puis après beaucoup de tergiversations, ils finissent par l'exécuter. Mais dans ce contexte-là, puis il y en a plein d'autres, c'est un moment dans l'histoire de la chasse aux sorcières où est-ce que ça ralentit beaucoup. Puis une des forces qui essaie de faire ralentir ça, même si le discours religieux nourrit les persécutions, les autorités, ils essaient de retenir ça quand même. C'est fascinant. Martin Parot, tu es historien, entre autres, de la sorcellerie, de la magie, conférencier. Hein? On pourra mettre les informations là, sous cette vidéo sur nos réseaux sociaux. On poursuit la discussion avec nos autres invités. Merci infiniment pour cet éclairage.